Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore parler d'un des plus grands maîtres du cinéma mondial. Mais en attendant, comme d'habitude, le petit message, abonnez-vous, commentez, partagez, likez parce que ça participe au référencement de la chaîne. Vous connaissez la chanson, ça aide, blablabla. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et en parlant d'Akira Kurosawa, on pourrait faire tous ces films et peut-être qu'on en fera le maximum parce que chacun de ces films mérite d'être vu. Mais en attendant, on va quitter son noir et blanc, se projeter dans la fin de sa carrière pour un film qui respire le cinéma, tout simplement. Donc c'est parti pour Kagemusha de Akira Kurosawa, sorti en 1980. Le film raconte l'histoire du Japon du XVIe siècle, empreint de guerre et de violence, et dans ce théâtre affreux, un voleur se fait arrêter, et dû à sa ressemblance avec le seigneur, il va être engagé pour devenir sa doublure. Le film est donc réalisé par Akira Kurosawa, l'un des plus grands réalisateurs du cinéma, rien que ça. Je vais pas trop épiloguer sur le bonhomme parce qu'on commence à avoir fait quelques vidéos sur ses films, par contre on va situer Kagemusha dans sa filmographie. Kurosawa il réalise des films depuis les années 40, et flash forward en 1980, Kagemusha n'est que son troisième film en couleur, son premier étant Dodescaden 10 ans auparavant, mais Kagemusha est aussi l'un de ses derniers films. Il n'en fera que 4 autres après celui-ci avant de mourir en 1998 à l'âge de 88 ans. En 1985, il réalisera Ran, un très grand film épique et grandiose, et où justement on pourrait presque y voir les prémices dans Kagemusha. Un film qui se veut beaucoup plus sobre avec des élans épiques, mais tout ça, on va l'expliquer au fur et à mesure. D'ailleurs, cette fois, on met de côté Toshiro Mifune, l'un des acteurs fétiches d'Akira Kurosawa, et de mon humble avis, franchement l'un des meilleurs acteurs que le cinéma ait connu, parce que lui et Kurosawa arrêteront de travailler ensemble en 1965 après Barberousse. À la place, Kurosawa refait appel au non moins très grand Tatsuya Nakadai pour jouer la doublure du seigneur. On l'a déjà vu sur la chaîne parce qu'on a fait une vidéo sur Harakiri et d'ailleurs aussi Goyokin, acteur qui n'a absolument plus rien à prouver et qui pourtant arrive encore à impressionner. Je disais en intro de cette vidéo que ce film respirait le cinéma. Et comment? Je ne pense pas que Kagemusha sera dans mes Kurosawa préférés, mais ce que ce film arrive à faire n'en est pas moins impressionnant. Une chose importante de la réussite de ce film et de pourquoi il est la quintessence du cinéma, c'est son rythme. Kagemusha prend son temps sur ce qu'il te montre et sur ce qu'il te raconte. Il est lent et les scènes sont longues, mais pour une raison. Et c'est ce qu'on va voir justement après. Et je préfère ajouter, je le dis très souvent, mais ce n'est pas parce qu'un film est lent qu'il est long. Justement, Kagemusha tire sa force de ces longues scènes et l'histoire et les personnages sont assez forts pour nous tenir en haleine. Le scénario dans son entièreté est intéressant, assez classique, mais je pense pas que ce soit là où le film brille le plus. Je pense que c'est plutôt de ce que Kurosawa fait de cette histoire qui est super intéressant. Notamment comment il décide de la mettre en scène ou comment il décide d'étirer certaines scènes. Par exemple, dans les scénarios classico-américains et qu'on retrouve un peu dans Kagemusha, il y a ce moment où le héros ou le personnage principal va refuser l'appel à l'aventure. Il va dire non, c'est trop pour moi, blablabla, etc. Ici, ça déroge pas à la règle. Donc le personnage du voleur qui va jouer la doublure va refuser l'appel de devenir justement la doublure du seigneur Shingen. Mais là où Kagemusha va être intéressant, c'est comment Kurosawa va mettre en scène ce refus et comment il va la rendre beaucoup plus forte. Le voleur prend son temps, il avance, il recule, il réfléchit, les autres lui parlent, lui disent de s'en aller, et tu sens dans les yeux de la doublure que l'envie et le doute s'installent. On finit par ressentir ce qu'il ressent. Et c'est pour ça exactement que je disais que ce film est la quintessence du cinéma, et notamment grâce au rythme qu'il décide d'aborder, mais aussi par comment Kurosawa utilise ce rythme à son avantage. Il ne nous explique pas juste que le personnage refuse le rôle qu'on lui avait donné, parce que la tâche est plus grande que lui, non. Il nous fait ressentir grâce à sa mise en scène, et c'est ça le cinéma. Absolument tout est montré par l'image, et rien n'est explicite. Le travail sur la scénographie, le jeu des acteurs, la mise en scène, c'est un bijou. Et Kagemusha est gorgé de moments comme celui-là. De moments où Kurosawa prend son temps pour te filmer une scène et impliquer le spectateur dans l'histoire. Ce qui donne des moments de grâce absolue. Et comme je le dis à chaque fois, déjà avoir ça dans un film, c'est précieux. Je peux pas vous décrire tous les moments où cela arrive, parce que sinon après je vais raconter tout le film. Mais vraiment ce sont à chaque fois des scènes qui je pense vont me marquer pendant un moment et qui pourraient vous aussi vous marquer pendant un moment. J'aimerais parler aussi de la mise en scène pure pour vous expliquer pourquoi Kurosawa est un grand, mais aussi pourquoi Kagemusha est d'une intelligence folle, du début à la fin. Et justement en parlant de début, je vais vous montrer le premier plan du film. Un plan fixe, long, qui expose tout le film. Au milieu, le seigneur Shingen, à gauche, son frère, et à droite, le voleur capturé, dont le frère a été le seul à avoir la ressemblance avec le seigneur. Justement, le frère, Nobukado, expose son idée à Shingen de lui créer une doublure, une ombre, un Kagemusha. Le sous-titre du film en français est l'ombre du guerrier, c'est la définition même du mot japonais Kagemusha. Comprendre qui ils sont et ce qu'ils font est important pour le reste. La bougie qui se trouve dans le cadre va aussi être très importante. Déjà parce qu'elle marque une scission dans le cadre. Elle sépare les vrais samouraïs du voleur, elle sépare les guerriers de l'ombre, et juste par le cadre, Kurosawa
Kurosawa fait sentir la différence de classe entre les personnages. Ensuite, la bougie sert à une chose qui peut paraître bête, mais elle justifie la lumière. Évidemment qu'on sait qu'une bougie ça n'a pas tant de puissance, mais le cinéma arrive à te faire croire inconsciemment que c'est le cas. Et donc grâce à ça, on a la projection de l'ombre du seigneur Shingen sur le mur, une ombre très présente, visible, mais surtout une ombre qui est absolument tout le sujet de ce film. Et c'est d'ailleurs le seul personnage à qui on voit son ombre. Et enfin, un autre détail, le jeu de Nobukado, le frère du seigneur. Tout le long de la scène, Nobukado va répéter les petits gestes de Shingen après lui, comme son ombre. D'ailleurs, parfois même, on dirait que c'est plutôt Shingen qui va répéter les gestes de Nobukado, ou alors c'est Nobukado qui anticipe trop les gestes de Shingen tellement il le connaît. Mais tout ça accentue justement le trouble et le fait d'être perdu parce qu'on ne sait plus qui est qui, même nous, spectateurs. Parce qu'en plus, Tatsuya Nakadai joue et le rôle de Shingen et le rôle du voleur dans ce même plan. Donc 2 des 3 personnages et le même acteur. Kurosawa crée la confusion aussi chez le spectateur. Qui est l'ombre de qui? Jusqu'à ce que le voleur à droite montre sa vraie nature et commence à bouger partout. Et justement, il se joue de nous dès le premier plan du film, comme les personnages vont se jouer de leur monde avec cette doublure. Au-delà de tout ça, je n'oublie pas de parler de l'esthétique du film, qui déjà de base est très jolie, avec une super lumière, avec en plus une production design qui est folle, les décors, les armures, les armes, bref. Mais surtout, ce qui est dingue avec Kagemusha, c'est que Kurosawa se permet des fulgurances esthétiques absolument géniales. Que ce soit de manière plus naturelle, comme ce plan de folie là, avec le soleil qui vient caresser les soldats, mais aussi des moments presque abstraits, où on sent le peintre qui est en lui. Parce que oui, Kurosawa était aussi un peintre, et qu'avant même de pouvoir financer Kagemusha, il avait déjà peint une grande partie des scènes du film. Et tout cela donne des scènes absolument folles, tellement on ne s'y attend pas, et qui malgré tout arrivent à raconter quelque chose du film. Et puis bah aussi, c'est juste tout simplement beau quoi. Dernier petit bonbon, le film a été financé en partie par Coppola et George Lucas, et qui sans eux, on n'aurait peut-être jamais eu Kagemusha. Parce que le film coûtait extrêmement cher, Kurosawa s'est fait malheureusement une réputation qui était pas incroyable, notamment que c'était un tyran sur les tournages, mais aussi et surtout qui dépassait trop largement le budget et les budgets de ses films. Et en plus de ça, Dodescaden en 1970, donc 2 films avant Kagemusha, il a été un échec absolu commercialement. Et donc malheureusement, rien n'était en faveur de Kurosawa pour réussir à enfin réaliser Kagemusha. Et d'ailleurs, il pensait que ça allait jamais se faire. Donc on peut dire merci à Coppola et George Lucas, qui sont d'ailleurs eux aussi des grands fans de Akira Kurosawa. Donc d'un certain côté, la boucle est bouclée. Donc voilà pourquoi il faut regarder Kagemusha, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu. Surtout que c'est pas le film qu'on cite en premier, ni même en deuxième, ou en troisième quand on parle de la filmographie de Kurosawa. Alors que le film, c'est un petit bijou, que la compréhension du cinéma y est folle, et que quand on y pense, c'est fou de se dire que le mec a une telle liste de chefs-d'œuvre qu'un Kagemusha n'est même pas le premier film auquel on penserait. Et il y a évidemment plein de choses que je vous ai pas dit dans cette vidéo, parce que j'ai pas non plus envie de vous briser le plaisir de découvrir ces scènes-là, de découvrir ces émotions, mais vraiment, ce que je vous ai décrit sur le rythme, sur les scènes, sur les personnages, sur la manière qu'il a de réaliser ce film et ces scènes, qui à chaque fois la conclusion de chacune des scènes apporte des moments de grâce et des moments hyper intelligents, et c'est vraiment du début au milieu jusqu'à la fin. Il y a ce genre de moments qui parcourent le film, et je trouve aussi mine de rien que c'est fou d'arriver à une telle maîtrise de son art. Donc voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et pour le coup c'est vrai, ça arrive. En attendant, portez-vous bien, et à la prochaine. Banks!